Cela fait 30 ans qu'on espère un vaccin contre le sida. Tous les ans, on doit concevoir un nouveau vaccin anti-grippe et certaines années, son efficacité laisse à désirer. Moralité, l'immunologie, la vaccinologie, c'est très compliqué et on court toujours le risque de prendre une mauvaise décision. La vaccination a éradiqué la variole, ce qui est une prouesse sans précédent dans l'histoire pour une maladie qui a fait des millions de morts. On a presque éradiqué la poliomyélite. On dispose désormais de vaccins qui prémunissent contre les risques de cancer. Bref, les vaccins ont changé notre vie dans le bon sens. Seulement voilà, en France, la méfiance envers les vaccins est forte. On entend des histoires sur des liens entre vaccination et des maladies qu'ils provoqueraient. On pense à l'autisme, à la sclérose en plaques, par exemple. Les personnes touchées par ces conditions veulent connaître les raisons de ce qui leur arrive, et c'est normal. Mais pour pouvoir établir un lien de causalité, il faut collecter des données. Et ces données nous disent que ces liens n'existent pas. Nous en avons parlé dans le bénéfice du doute, vaccin et hépatite, disponible, il y a le lien qui est en haut à droite de votre écran. Les rumeurs courent toujours, surfant l'inquiétude et la méfiance du public, et la réponse politique n'est pas à la hauteur. Par exemple, quand Michel Rivasi veut donner la parole au Parlement européen au fraudeur scientifique Andrew Wakefield, on aimerait que sa formation politique dise « Ah ben non Michel, arrête, c'est vraiment trop con, et puis c'est grave en plus. » Ou encore, quand Xavier Bertrand, par ailleurs largement favorable à l'homéopathie, il l'a dit ostensiblement, dit, je cite, « Je suis pour les vaccins, car je n'oublie pas que la France est le pays de Pasteur. » On préférait qu'il se taise. Alors qu'il préfère des arguments valides, au lieu d'un vieil appel à l'autorité, teinté d'un appel à la tradition, qui n'a aucune chance de nous dire pourquoi les vaccins sont souhaitables aujourd'hui. Pourquoi se vacciner contre le Covid-19 ? Comment ça se fait que les vaccins aient été développés aussi vite ? Quel risque court-on en se faisant vacciner ? Quel risque court-on en ne se faisant pas vacciner ? Comment faire la part des choses dans un contexte où on entend tout et son contraire ? Eh bien, en écoutant ceux qui ont une réelle expertise du sujet et peuvent nous transmettre l'état des connaissances au plus juste. C'est pourquoi je pose mes questions aujourd'hui à Odile Launay, médecin, professeur à l'Université de Paris et infectiologue à l'hôpital Cochin. Place à l'interview. Donc, alors merci beaucoup d'être avec nous, Madame Launay. D'abord, une question qui va dépasser le cadre des vaccins. Par rapport à l'épidémie, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de seconde vague ? Parce que certains nous disent, et ils sont professionnels aussi, sont médecins aussi, disent qu'il n'y a pas de seconde vague. Alors, est-ce que oui ou non, on en a une actuellement ? On est le 13 décembre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de nouveau un nombre très important de personnes qui ont été hospitalisées, un nombre très, très important de personnes en réanimation, donc on appelle ça une deuxième vague ou pas une deuxième vague, mais en tous les cas, l'épidémie est repartie et on a de nouveau un nombre de cas très important à l'hôpital. D'accord, et donc l'espoir principal qu'on a devant nous, c'est le vaccin, donc on va parler de ça. La recherche d'un vaccin, comment ça marche en gros, avec quels acteurs et selon quelles étapes, pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Alors, la recherche d'un vaccin, la mise au point d'un vaccin, en général, ça prend une dizaine d'années. Donc, ça part de l'identification de l'agent infectieux qui est responsable de l'épidémie. Ici, c'est un virus. Donc, ce virus, il a été isolé très rapidement début janvier. Et on a caractérisé ce virus, la famille à laquelle il appartient. On a vu qu'il était de la même famille que les virus qui avaient été responsables du SARS en 2002, puis du MERS-CoV en 2007. Donc, on sait que c'est un virus, un coronavirus de la famille des coronavirus bêta.
Et grâce à ça, on a pu très très vite isoler son génome, hein, c'est-à-dire ses gènes, et savoir quels étaient les gènes qui étaient responsables de fabriquer la protéine d'enveloppe, la protéine spike, qui avait été identifiée lors du SARS et du MERS comme étant l'antigène permettant d'induire une réponse immunitaire protectrice. C'est-à-dire que cette protéine d'enveloppe, lorsqu'on la présente au système immunitaire, le système immunitaire va développer des anticorps dirigés contre cette protéine S. Donc ça avait été très bien vu au moment du MERS en particulier. Et ces anticorps, ils permettent de ce qu'on appelle neutraliser le virus, c'est-à-dire qu'ils vont venir se mettre sur le virus et ils vont le rendre incapable d'aller infecter les cellules parce que cette protéine S, justement, elle permet au virus d'entrer dans nos cellules. Donc ça, c'est le principe du vaccin ARN dont on va parler après. Donc en fait, tous les vaccins, quelles que soient les technologies, en fait, visent cette protéine S. On va parler des différentes technologies. Donc ça, c'est la recherche vraiment d'amont où on va essayer de caractériser quelles sont les fractions, les protéines du virus qui permettent au virus d'entrer dans la cellule et qui vont pouvoir être protégées, qui vont être contrôlées par notre système immunitaire. Ensuite, on va construire le vaccin, le candidat vaccin. Et il y a tout un processus pharmaceutique qui permet ensuite de pouvoir développer ce candidat vaccin. On va faire des premières recherches chez l'animal, en général le petit animal. On va faire aussi des recherches chez ce qu'on appelle le primate non humain, le macaque, qui a un système immunitaire qui est assez proche de celui de l'homme. Et si tout ça montre que avec ce nouveau candidat vaccin, ce vaccin potentiel, on a des résultats encourageants, on va commencer les essais chez l'homme. Et ça s'appelle le développement clinique. Et là, le développement clinique, il est tout à fait standardisé. On commence par administrer ce nouveau vaccin, ce candidat vaccin, à un petit nombre de sujets. On va faire ce qu'on appelle les escalades de doses. On va faire une première dose faible, puis ensuite on augmente la dose, puis on regarde s'il y a une réponse immunitaire et s'il n'y a pas de problème en termes de sécurité. Ensuite, on va faire une phase 2 où on va en général comparer deux doses qui paraissent les plus intéressantes, vérifier qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Puis quand on a choisi la bonne dose, choisi le schéma vaccinal, est-ce qu'il faut une injection ou deux injections, on va partir en phase 3, ce qu'on appelle les phases 3, qui là portent sur un nombre beaucoup plus important de sujets, en général plusieurs dizaines de milliers de participants. Et on va évaluer si ce vaccin permet de protéger. Donc il y a la moitié des participants qui reçoivent le vaccin, le nouveau vaccin, l'autre moitié qui reçoit ce qu'on appelle un placebo, ou un vaccin qui n'a rien à voir. Et on compte le nombre de cas chez le groupe qui a reçu le vaccin et le groupe qui a reçu le placebo. Et ça permet de calculer la protection conférée par le vaccin. Et si ce résultat est positif, si aussi il n'y a pas de problème en termes de sécurité, puisque ces participants sont suivis de façon très très soigneuse pour savoir ce qui se passe après cette vaccination, eh bien le vaccin va pouvoir être autorisé, avoir des autorisations mises sur le marché. Et donc ça, c'est les phases 1, 2, 3. On a commencé à quelle phase par rapport au Covid? Est-ce qu'on a court-circuité les phases? Parce que entre 10 ans et là, moins d'un an, il y a un grand écart et beaucoup de gens trouvent ça étonnant, voire inquiétant en fait. Alors, dans le cadre du Covid, on était évidemment dans une urgence sanitaire très importante puisque ce virus est un virus qui est potentiellement grave, surtout quand il va infecter des gens âgés ou des gens qui ont des maladies chroniques, et qu'on n'a pas de traitement efficace. Maintenant, on sait que les corticoïdes peuvent être intéressants pour diminuer le risque de passer en réanimation, mais c'est pas un traitement qui va marcher à 100%. Donc le vaccin apparaît évidemment comme une approche très intéressante dans ce cadre-là. Et on sait que le vaccin, avec les antibiotiques et l'hygiène, c'est ce qui a été le plus efficace dans la lutte contre les maladies infectieuses, au cours en particulier du XXe siècle. Donc, comment est-ce qu'on a pu aller aussi vite? D'abord, on avait identifié dans les coronavirus précédents, le SARS et le MERS, donc cette protéine S. Donc, on a su qu'il fallait tout de suite développer des vaccins qui visent la réponse immunitaire vis-à-vis de cette protéine S. Ensuite, on avait identifié ce qu'on appelle les technologies vaccinales ou des plateformes vaccinales qui peuvent très très vite démarrer, qui permettent une construction très rapide d'un vaccin, en particulier les ARN messagers, mais aussi les vaccins qu'on appelle les vecteurs viraux, comme le vaccin de l'Université d'Oxford, qui est développé par AstraZeneca.
et donc qui ont permis de démarrer très très vite les essais cliniques. Le premier essai clinique, il a démarré 2 mois et demi après la déclaration à l'OMS de l'épidémie de pneumonie d'allure virale, pour laquelle on a très vite dit et trouvé que c'était un coronavirus. Donc ça a été très très vite. Donc ça a été la phase 1. Puis après, les phases se sont enchaînées les unes après les autres, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Ce qui a été particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on n'a pas attendu la fin de la phase 1 et de la phase 2 pour partir en phase 3. C'est-à-dire que dès qu'on a eu les premiers résultats, qu'on a vu qu'il y avait une réponse immunitaire, qu'il n'y avait pas de problème en termes de sécurité, très rapidement, on est passé en phase 2. Et puis, dès qu'on a eu les premiers résultats de la phase 2, on est parti en phase 3 pour permettre, en fait, très vite d'avoir une confirmation de l'efficacité de ces nouveaux vaccins. Mais est-ce que ça veut dire, parce que moi j'entends déjà les gens qui vont réagir, est-ce que ça veut dire qu'on a sacrifié de la sécurité à ces étapes-là? Ou est-ce que, la phase 3, elle rattrape tous ces défauts potentiels? Absolument pas, puisque dans les phases les phases 1 et 2, on inclut un petit nombre de sujets, donc on va assez doucement pour s'assurer qu'on va avoir une efficacité. Et en fait, la sécurité, elle va surtout être évaluée au cours de la phase 3, puisque les phases 1 et 2, on a des dizaines de volontaires, hein, ça reste sur des petits nombres, alors que la phase 3, on va le voir peut-être après, mais pour l'essai de BioNTech Pfizer, c'est 44 000 personnes qui ont été incluses. Bon, la moitié ont reçu le vaccin. Moderna, c'est 30 000 participants, la moitié ont reçu le vaccin. Donc on voit bien que là, la sécurité, elle est appréciée sur un nombre beaucoup plus important de participants, ce qui permet de mettre en évidence potentiellement s'il y a des effets indésirables qui sont inattendus. D'accord. Et alors, quand on n'est pas du tout expert du domaine, on se demande qui fait ce travail-là, qui finance ce travail-là et qui contrôle ce travail-là. Alors, c'est extrêmement réglementé, évidemment, hein. Donc, les financements dans le cadre de cette recherche Covid, ils ont été apportés par les États avec des financements à des hauteurs absolument considérables. En particulier, le gouvernement américain a financé jusqu'à 2 milliards de dollars les principaux vaccins qu'ils ont subventionnés. Il y a évidemment l'expertise de l'industriel qui met à disposition tout son savoir-faire sur cette recherche. Et par exemple, Pfizer est un industriel qui travaille depuis longtemps sur le vaccin, mais Moderna, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur les vaccins ARN messagers. Donc, ils avaient déjà un savoir-faire avec ces vaccins. Et donc, ces industriels assurent le rôle de ce qu'on appelle de la promotion. Donc, c'est eux qui prennent la responsabilité de l'essai. C'est eux qui vont rédiger le protocole, c'est eux qui vont Mais par contre, ils font appel pour le recrutement des participants, qui sont le plus souvent des structures publiques et qui vont donc recruter les participants, les vacciner. Hein, c'est pas des centres qui appartiennent aux industriels, c'est des centres qui sont indépendants des industriels, qui vont réaliser les injections et qui vont assurer le suivi des participants, et en particulier dans les phases 3, qui vont donc assurer le suivi et le diagnostic des cas d'infection lorsqu'ils surviennent. Il y a des contrôles qui sont extrêmement précis, hein, avec ce qu'on appelle les assistants de recherche clinique, qui vont venir vérifier que les données qui sont rentrées sont des données réelles. Hein, et donc il y a ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire qu'on vérifie la véracité et la qualité des données. Et ça se fait avec un dossier qui est un dossier du participant qu'on va confronter aux données qui sont rentrées dans une base de données informatisée. Donc tout ça, c'est extrêmement réglementé, c'est extrêmement surveillé. Il peut y avoir des audits de la part des agences réglementaires, à la fois la FDA ou l'agence européenne en France, des audits qui permettent de vérifier que les données qui ont été déposées dans les dossiers sont bien des données qui ont été vérifiées, qui sont des données de qualité. Donc il y a tout un processus de qualité pour vérifier que ces essais sont réalisés selon les règles. Et puis ensuite, il y a une analyse des données qui se fait par un statisticien qui est indépendant lui aussi, qui vont être présentés donc au comité de surveillance de l'étude et qui vont permettre donc de communiquer ces premières données. Et les données qui sont produites, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on peut les consulter? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une science ouverte où on publie toutes les données à toutes les étapes pour que n'importe qui puisse aller vérifier? Ou pas encore, ou bientôt?
Alors, dans le cadre du Covid, le développement s'est fait de façon très très rapide. Donc, elles ont été pour la plupart communiquées et publiées au fur et à mesure qu'il y avait les premiers résultats sur la phase 1, sur la phase 2. Les gens ont dit qu'il n'y avait pas de publication scientifique sur la phase 3. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats ont été communiqués très rapidement début novembre. Ensuite, les industriels ont versé toutes les données au dossier pour les agences réglementaires qui ont la responsabilité de donner l'autorisation d'utilisation, donc qui ont besoin d'avoir toutes ces données. Puis les publications scientifiques, elles sont soumises à ce qu'on appelle un reviewing, c'est-à-dire à une évaluation par des experts indépendants. Et par exemple, pour Pfizer, la publication des données a été rendue publique dans un journal américain qui s'appelle le New England Journal of Medicine, une revue de haut niveau, et ils ont publié le 10 décembre, donc exactement un mois après leur première communication dans la presse, ce qui correspond au temps normal pour soumettre l'article et qu'il soit accepté. D'accord. Donc on n'a pas encore tout, mais le processus est engagé pour que les données soient publiées. Les données seront toutes disponibles. De toute façon, les agences réglementaires vont exiger, en Europe, ça va être une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ça veut dire qu'ils vont exiger des industriels d'avoir toutes les données au fur et à mesure qu'elles seront disponibles pour avoir le maximum d'informations, non seulement sur les résultats qu'on a vus, qui sont des résultats préliminaires, les données de safety, de sécurité également, mais au fur et à mesure qu'ils auront d'autres données, ils les soumettront aux agences réglementaires. D'accord. Alors, donc, cette année, on a une nouveauté, enfin, en tout cas, ça ressemble à une nouveauté, ce qui sont les vaccins à ARN. Et alors, comme on est en France, qu'en France, on n'aime pas les vaccins par rapport aux autres pays, c'est bizarre, mais c'est comme ça, et qu'on n'aime pas les OGM, il y a un discours assez flou et assez faux autour de ces vaccins qui dit, voilà, on est en train de faire des humains OGM. Bon, si je résume un peu l'idée, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche, un vaccin ARN, et quels risques particuliers ça implique ou pas? Alors, c'est une nouvelle technologie vaccinale qui va probablement révolutionner complètement le champ de la vaccinologie, parce qu'au lieu d'administrer soit le virus lui-même, soit une protéine du virus, là, ce qu'on administre, c'est une toute petite partie du génome du virus qui est fabriqué de façon synthétique, donc qui est de l'ARN messager, et qui va être administré enrobé d'une capsule lipidique pour le protéger, parce que c'est fragile, l'ARN. Et cette capsule, elle va aller se fusionner avec la membrane de la cellule de la personne vaccinée, elle va libérer l'ARN messager, qui va ensuite utiliser la machinerie de la cellule, mais sans rentrer dans le noyau. Elle n'a pas besoin de rentrer dans le noyau, puisqu'en fait, c'est juste l'ARN messager, et qui va fabriquer cette protéine S. Donc en fait, c'est nos propres cellules qui fabriquent cette protéine spike, cette protéine d'enveloppe, alors que jusqu'à maintenant, en vaccinologie, on apportait cette protéine soit dans un virus entier, soit dans juste une portion de virus, soit encore une protéine qui avait été fabriquée par un système spécifique pour fabriquer cette protéine. Là, c'est en fait nos cellules qui vont fabriquer cette protéine spike, mais avec un ARN messager qui est très rapidement dégradé et qui n'a aucune possibilité d'aller s'intégrer dans notre propre matériel génétique. Donc, il n'y a aucune chance, il n'y a aucun risque de transformer notre patrimoine génétique comme on peut l'entendre actuellement. Oui. Alors, quelle différence il y a entre ça et une thérapie génique? On peut expliquer ce que c'est qu'une thérapie génique pour que les gens comprennent bien la nuance entre les deux. La thérapie génique, c'est l'inverse, c'est qu'on identifie chez une personne qui a une maladie liée à un gène, on va aller réparer ce gène. Donc, pour le coup, on va avoir un impact direct sur le matériel génétique. On va aller par différentes méthodes, mais on va aller apporter quelque chose qui va permettre de réparer le gène qui est défectueux. Donc là, on agit sur l'ADN en réparant ce gène. Dans le cas des ARN messagers, on n'a aucune action sur l'ADN. On apporte l'ARN du virus et même pas toute l'ARN, c'est juste la petite fraction de l'ARN qui permet de coder pour cette protéine spike. Donc c'est une toute petite portion qui va utiliser nos cellules pour fabriquer cette protéine S, mais sans aucune chance de s'intégrer dans le noyau. D'accord. Là, je passe à la partie 2, par rapport à la sécurité. Je vais être un peu redondant, mais je vais citer le professeur Perron, que des gens ont peut-être lu, parce qu'il a fait une lettre ouverte qui date d'il y a maintenant 10 jours, où il dit
Nous ne voulons pas devenir, comme les tomates ou le maïs transgénique, des OGM. Il ajoute, les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques, faussement appelées vaccins, sont des apprentis sorciers et prennent les Français et plus généralement les citoyens du monde pour des cobayes. C'est quelqu'un qui est un professionnel, qui est un vrai médecin, un infectiologue, qui nous sort ça, et les gens l'écoutent. Donc, comment vous réagissez à de tels propos, en fait? Alors, je pense que ces nouveaux vaccins, ces vaccins ARN messagers, sont vraiment des vaccins qui reposent sur une nouvelle approche de vaccin. Comme on l'a dit tout à l'heure, les vaccins jusqu'à présent consistaient à apporter soit le virus en entier, soit une portion du virus, soit un antigène du virus qu'on avait fait fabriquer par ce qu'on appelle un système d'expression cellulaire. Là, ce qu'on fabrique, c'est toute petite portion de l'ARN du virus qu'on va administrer et dont nos cellules vont se servir pour faire cette protéine d'enveloppe, cette protéine spike. Donc c'est une façon complètement nouvelle d'appréhender le vaccin. C'est complètement différent, mais on n'est pas du tout dans le cadre de la thérapie génique. On n'est absolument pas. On ne va avoir aucun effet sur le génome des gens qui vont être vaccinés. C'est juste l'acide, l'ARN du virus, mais qui a été fabriqué de façon synthétique, et qu'on va utiliser pour faire fabriquer cette protéinase. D'accord. Alors, on a la crainte des effets secondaires potentiels, on a raccourci le délai entre l'épidémie et l'arrivée du vaccin, donc ça fait moins d'1 an. Est-ce qu'on a assez de recul pour rassurer les gens, s'il faut les rassurer, sur les potentialités des effets secondaires, et si jamais on pouvait attendre des effets, ce seraient lesquels? Alors, on l'a dit, en fait, cette approche vaccinale, elle est utilisée depuis un peu plus de 10 ans maintenant par certains laboratoires de recherche dans d'autres applications, en particulier le chikungunya, le Zika virus, enfin d'autres maladies émergentes. Et donc, on a du recul, moins qu'avec les vaccins classiques, mais on a quand même déjà du recul avec des essais qui ont été faits chez des sujets en bonne santé, qu'on a suivis maintenant depuis plusieurs années, qui n'ont rien présenté de particulier. Alors, c'était un petit nombre de sujets, donc il faut qu'on ait des données aussi sur un plus grand nombre de sujets. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur un plan théorique, on n'attend pas des choses particulières avec ces vaccins. Sur un plan pratique, à la fois les essais réalisés sur d'autres vaccins et les essais réalisés pour le Covid, là, au cours de ces essais, il n'y a pas eu de choses particulières. Donc, on l'a dit, il y a eu 22 000 personnes qui ont été vaccinées dans l'essai BioNTech Pfizer, 15 000 dans l'essai Moderna, donc ça fait quand même maintenant 35 000 personnes, avec des essais qui ont démarré fin juillet, donc on est à bientôt 6 mois de recul avec ces vaccins. Évidemment, il faut continuer à suivre et avoir le plus de données possible, en particulier quand on va commencer à vacciner plus largement. Mais aujourd'hui, on a peu de doses de vaccins. Donc, ce qui a été décidé par la plupart des pays, c'était de vacciner les gens pour lesquels on sait que le Covid est particulièrement sévère. Alors, c'est qui ces gens-là? C'est les gens plus âgés. On sait qu'à partir de 80 ans, si on est infecté par le Covid, on a 30% de risque d'être hospitalisé et on a 3% de risque de mourir. Donc, aucun vaccin, aujourd'hui, n'entraîne 30% d'hospitalisation et 3% de décès. Donc, même si ces vaccins ont des problèmes d'effets indésirables qui n'auraient pas été venus jusqu'à maintenant, on ne peut pas envisager que ces problèmes soit plus important que le risque de se retrouver à l'hôpital ou de mourir quand on a En gros, c'est la balance bénéfice-risque. Pour ces populations-là, le risque est tellement important que le risque du vaccin en lui-même, même si il n'est pas encore totalement écarté, il est acceptable. Exactement. Exactement. On est dans une situation où le bénéfice est tellement important, d'autant que l'efficacité qui a été montrée est de 95%, donc c'est une efficacité très importante. Même s'il existe un risque, qui pour l'instant n'a pas été mis en évidence, même s'il existe, il sera contrebalancé de façon très, très évidente par l'efficacité du vaccin. Moi, j'ai un problème de pixelisation. Lise, regarde, l'image est très dégradée. Bon, ça marchera, hein, mais vous serez très pixelisé sur l'image. Sur le volet de la sécurité, alors pas spécifiquement par rapport à ces vaccins-là, mais ça va revenir aussi, ça revient déjà. Il y a des gens qui ont peur des adjuvants, qui disent que les adjuvants, ça ne sert à rien. On a même des gens qui disent que les adjuvants autrefois étaient naturels, on les a remplacés par des adjuvants chimiques qui coûtent plus cher. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les adjuvants? Est-ce qu'il y en aura dans cela?
Et de manière générale, même lorsqu'il y en a, à quoi ça sert? Alors, les adjuvants sont des substances qui sont administrées en même temps que l'antigène, qui composent le vaccin en fait, pour permettre d'avoir une réponse immunitaire suffisante. Donc, vous utilisez votre antigène, par exemple, ça pourrait être la protéine S, et pour avoir une réponse, on administre un adjuvant. Il faut savoir que si on n'utilise pas l'adjuvant, pour la majorité des antigènes, on n'a pas de réponse suffisante, donc on n'a pas de protection. Donc on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser un adjuvant. La situation où on n'a pas d'adjuvant, c'est la situation des vaccins vivants, hein, où là on utilise un virus qui garde une capacité à se multiplier, mais qui ne peuvent pas être utilisés par exemple chez les sujets qui ont un système immunitaire déficient. Dans le cas des vaccins ARN messagers, en fait on n'a pas besoin d'adjuvant, puisque l'ARN messager, c'est lui qui va fabriquer la protéine S. Donc il n'y a pas besoin d'adjuvant. Donc ça répond à cette objection-là, on va dire. Ça peut répondre à cette objection, en sachant que les adjuvants, aujourd'hui, on a énormément de recul. Hein. Par exemple, l'adjuvant le plus souvent utilisé, c'est l'aluminium. Voilà. C'est un adjuvant qui est utilisé depuis une centaine d'années et avec lequel on a vacciné des milliards de personnes. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'inquiétude spécifique. Mais si on parle spécifiquement de ça, pour ces vaccins ARN messagers, ils n'ont pas besoin d'adjuvant. D'accord. Parce que l'aluminium est très incriminé par M. Gherardi en France en particulier. Oui, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour développer ça, mais on va aller plus loin. Vous avez déjà évoqué, est-ce que ces vaccins-là en particulier, enfin, d'abord, on en est où de la recherche? Est-ce qu'on sait quel vaccin devra être utilisé? Est-ce que tous se valent? Est-ce qu'il y en a un qui est objectivement mieux que les autres? Est-ce qu'il y a un consensus sur le choix qu'on doit faire? Alors aujourd'hui, on a encore très peu de résultats, hein, puisque les premiers vaccins qui ont communiqué sur leurs résultats sont ceux dont les essais ont démarré le plus tôt. Et ces vaccins-là, c'est d'une part les vaccins ARN messagers, et puis d'autre part des vaccins qu'on appelle des vaccins avec des virus vecteurs viraux. Donc les ARN messagers, il y a plusieurs industriels qui travaillent sur cette approche. Ceux qui sont les plus avancés, c'est Moderna et Pfizer-BioNTech. Et ces deux vaccins ARN messagers ont des résultats préliminaires, précoces, qui sont très impressionnants, puisque c'est plus de 95% d'efficacité. 95% d'efficacité, c'est une très forte efficacité. C'est à peu près ce qu'on a avec le vaccin contre la rougeole. Donc c'est vraiment des efficacités très importantes. Et on n'a encore pas beaucoup de précision sur l'efficacité chez les gens plus âgés. Mais il semble que, y compris dans les populations de plus de 65 ans, on ait aussi une bonne efficacité, ce qui est évidemment extrêmement important, puisque ces personnes-là sont, comme on l'a dit, beaucoup plus à risque de faire des formes graves et beaucoup plus à risque de décéder lorsqu'elles sont infectées par le virus. Donc, il faut que ça se confirme sur un plus grand nombre, mais c'est plutôt une très bonne nouvelle si ces vaccins ARN messagers, sans qu'on sache encore aujourd'hui exactement pourquoi, mais ils sont très efficaces dans ces populations. Et donc, si ceux-là sont choisis, parce qu'ils sont plus efficaces, est-ce qu'il y a des populations qui sont plus à risque et qui devront éviter d'être vaccinées, ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Alors, pour l'instant, on va vacciner en priorité les gens plus âgés. On va essayer, on va évaluer le plus précisément possible quelle est la sécurité des vaccins. Ce qu'on a vu, par exemple, en Angleterre, c'est que les gens allergiques avec des allergies sévères ne pourraient pas être vaccinés avec ce vaccin, parce qu'il y a déjà eu 2 accidents allergiques chez des gens, encore une fois, qui étaient avec une allergie grave, puisqu'ils avaient sur eux un petit stylo qui permet de pouvoir s'injecter très vite si on a un problème allergique. Donc, c'est pas toute la population allergique qui a ce genre de petits stylos, donc ça va être une population qu'on ne pourra pas vacciner sans avoir fait des tests au préalable. Mais il faut savoir que dans les essais cliniques, on n'inclut pas des gens allergiques, donc ça explique pourquoi on ne l'avait pas vu dans les essais cliniques. Mais maintenant qu'on le sait, il va y avoir la possibilité de faire des tests chez ces gens-là pour pouvoir les vacciner et les vacciner sous une surveillance médicale. Ensuite, il n'y a pas de contre-indication théorique à vacciner avec ces vaccins-là des gens qui ont un système immunitaire qui marche moins bien, par exemple. Mais évidemment, il va falloir qu'on soit très attentif et qu'on regarde ce qui se passe quand on va vacciner des gens avec une maladie inflammatoire, par exemple, ou un rhumatisme inflammatoire, enfin
des pathologies pour lesquelles on sait qu'on devra être plus vigilant et mettre en place une surveillance qui nous permette de répondre à ces questions de la sécurité dans ces populations spécifiques. Alors, dans les questions que j'ai collectées sur Internet lorsque j'ai préparé cette interview, il y a des gens qui posent des questions sur quelle est l'action spécifique du vaccin. À savoir, est-ce qu'il réduit les symptômes, est-ce qu'il réduit les excrétions, à quel niveau ça joue, est-ce que ça joue partout? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'on sait, pour l'instant, on est au tout début de ces vaccins. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'ils permettent de diminuer les infections, le nombre d'infections, et sans pour l'instant ça soit encore significatif, mais très probablement qu'ils permettent aussi de diminuer le risque de faire une forme grave. Alors pourquoi je dis très probablement? Parce que pour l'instant, les résultats sont des résultats préliminaires et il n'y a pas suffisamment de formes graves, que ce soit dans l'essai de Pfizer-BioNTech ou dans l'essai de Moderna, pour que la différence soit significative sur un plan statistique. Mais par exemple, dans l'essai de Moderna, il n'y a aucune forme sévère dans le groupe qui a été vacciné, alors qu'ils ont une dizaine de formes sévères dans le groupe qui a reçu le vaccin. Non, pardon, c'est l'inverse. Le placebo, on a des cas graves. Dans le placebo, dans le groupe vacciné, il n'y a aucune forme sévère. Toutes les formes sévères qui sont survenues sont dans le groupe placebo. Donc ça, c'est très, très encourageant. Même si pour l'instant, c'est pas à un niveau statistique, c'est pas encore significatif. Mais on aura au fur et à mesure ces données, et c'est vraiment des données qui sont extrêmement encourageantes. On n'a pas, par contre, les données sur l'impact du vaccin sur le portage, sur la possibilité quand on s'infecte, quand on est exposé au virus, est-ce que les vaccinés, finalement, sont non seulement protégés, mais n'ont pas non plus de portage, ils n'ont pas d'excrétion virale, et ça, c'est responsable de la transmission. Pour l'instant, c'est un tout petit peu tôt pour le dire. Et on doit attendre un tout petit peu plus de données pour savoir si le vaccin marche aussi sur la transmission. Alors, autre question que j'ai collectée, si on cumule 2 vaccins contre la même infection, est-ce qu'on est mieux protégé? C'est impossible de vous répondre. Pour l'instant, on n'a pas ces données. Bien sûr, dans les questions qui vont être posées, c'est est-ce qu'un vaccin va marcher mieux que l'autre? On a des premiers résultats sur des vaccins avec un vecteur viral, le vaccin qui a été développé par l'Université d'Oxford et AstraZeneca, où il semble que l'efficacité soit plutôt un petit peu moins bonne qu'avec les vaccins ARN messagers, puisqu'on est plutôt aux alentours de 60% d'efficacité. Donc il va y avoir des différences entre les vaccins. Ce qui semble aujourd'hui, c'est que ces vaccins ARN messagers semblent très efficaces. Peut-être que les vaccins à vecteurs viraux vont être un petit peu moins efficaces. Donc tout ça, on va l'apprendre au fur et à mesure. Et il va falloir aussi qu'on sache pour qui on va choisir tel vaccin, comment ça va s'organiser. C'est pas possible. Peut-être qu'on fera aussi, comme vous l'avez dit, des combinaisons. Alors peut-être pas 2 vaccins en même temps, mais une première dose avec un vaccin, une deuxième injection avec un deuxième vaccin. Tout ça, c'est les questions qui vont se poser dans les mois qui viennent. Alors, je suppose qu'on n'a pas encore la réponse non plus, mais la durée de l'immunité. On sait, enfin je crois, j'ai entendu, que des gens peuvent attraper la maladie et la réattraper quelques mois plus tard. Donc l'immunité, je vais dire naturelle, vous me corrigerez si je me trompe, l'immunité naturelle n'est pas très durable. Est-ce qu'on peut espérer faire mieux ou est-ce qu'on est contraint à faire des rappels constants? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de données très précises sur la durée de l'immunité après l'infection. Ils ont été rapportés des cas de réinfection, des gens qui avaient eu une infection documentée et puis qui vont faire une nouvelle infection, soit complètement asymptomatique, et on va faire le diagnostic sur un prélèvement fait pour partir en voyage, par exemple, soit quelques cas, mais qui sont vraiment exceptionnels, de gens qui ont refait une forme relativement sévère de l'infection alors qu'ils avaient déjà fait une première infection. Donc, on n'a pas encore de données très claires sur ça, mais il semble bien que l'immunité qu'on met en place après une infection, elle ne soit pas persistante sur le très long terme, comme on peut avoir avec d'autres virus. Par exemple, la rougeole, vous avez fait une rougeole, vous êtes protégé pour le reste de votre vie. Alors maintenant, est-ce que le vaccin va permettre une immunité, une protection plus prolongée? Là aussi, c'est des questions qui sont posées. Ça peut arriver, hein. Il y a des vaccins qui protègent mieux que l'infection elle-même. Par exemple, la vaccination papillomavirus, le vaccin fait mieux que l'infection elle-même. Donc, ça fait partie des questions qu'on a, des questions auxquelles on va répondre et des questions pour lesquelles il faut absolument avoir des études qui posent ces questions et qui permettent d'y répondre. Alors, au niveau de l'efficacité, il y a cette phrase qu'on doit à M. Raoult
qui dit que c'est un défi idiot de chercher un vaccin contre une maladie non immunisante. Donc, si on dit qu'on n'est pas sûr que l'immunité persiste, est-ce que c'est pas idiot tout ce qu'on est en train de faire avec des coûts de dizaines de milliards? Par exemple, pour le papillomavirus, hein, l'infection par le papillomavirus n'est pas immunisante, alors que le vaccin marche extrêmement bien, puisque la vaccination au papillomavirus permet non seulement l'infection, mais surtout ce qu'on veut éviter avec la vaccination, c'est la survenue plusieurs années après l'infection du cancer. Donc on a des exemples hein, dans la vaccination qui montrent que le vaccin peut être efficace là où la maladie elle-même ne permet pas la protection. Et est-ce qu'il y a plusieurs souches du virus? Est-ce que les vaccins qu'on développe sont tournés vers une souche dont on est sûr que c'est celle-là qui va nous... Parce qu'on sait que pour la grippe, par exemple, c'est plus compliqué. Alors, le virus de la grippe est un tout petit peu différent parce que c'est un virus dont le génome, c'est-à-dire, est segmenté. En fait, il y a plusieurs segments et donc ces segments peuvent se recombiner avec un autre virus et faire un virus complètement différent. Dans le cadre du coronavirus, c'est pas le cas. Il y a qu'un segment d'ARN. Par contre, c'est un virus qui est capable de muter. Donc, il a déjà muté. Hein, il y a déjà eu plusieurs mutations. Les virologues surveillent ça de façon extrêmement régulière. Mais les mutations nombreuses qui ont déjà été observées n'ont aucun impact sur la protection que confèrent les vaccins développés contre la protéine S. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun problème et les vaccins tels qu'ils sont développés permettent d'induire une immunité qui est protectrice. Qu'est-ce qu'on va observer quand un grand nombre, une proportion importante de la population va être vaccinée? Est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle une pression de sécrétion? Est-ce que les anticorps qu'on va fabriquer vont faire que le virus va changer? Aujourd'hui, personne ne sait, donc il faut continuer à surveiller. Mais pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. D'accord. Alors, par rapport aux soupçons et à la résistance qu'on rencontre dans la population, il y a pas mal de gens, on voit des choses, hein, et notamment cette idée qu'il y a une guerre des labos, et que s'il y a une guerre des labos, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, donc d'une part, est-ce que, je sais bien que c'est pas votre spécialité, mais vous êtes en face de moi, donc ça vous, je pose la question, est-ce que les laboratoires ont partagé les informations entre eux? Est-ce que c'est une pure guerre de chacun pour soi? Et est-ce qu'il y a trop d'argent là-dedans pour qu'on fasse confiance aux gens qui les font? Alors, il y a des enjeux financiers qui sont importants, bien sûr, mais il y a des enjeux financiers au niveau mondial pour la reprise de l'économie qui sont encore bien plus importants. Donc, on peut dire que, bien sûr, tous ces développeurs de vaccins essayent d'aller le plus vite possible pour avoir le vaccin le plus efficace possible. Et ils ne font pas ça gratuitement, c'est pas des philanthropes. Mais dans le même temps, on a absolument besoin d'eux pour développer des vaccins. Aujourd'hui, l'État ne peut pas rentrer dans ce processus de développement et dans à la fois le développement et la fabrication des vaccins. Donc, on a besoin des industriels. Peut-être qu'on aimerait qu'ils fassent une vaccination à prix coûtant pour les premiers mois ou au moins pour les pays qui ont des revenus qui leur permettront pas d'acheter forcément les vaccins les plus coûteux. Mais ça, j'allais dire, c'est l'éthique de chacun de ces industriels de décider à quel prix ils vont vendre leurs vaccins. Parce que, alors, après, on a aussi une question qui, moi, me parle, parce que j'aime pas trop les piqûres. Est-ce que si on trouvait un moyen de vacciner les gens par voie orale, est-ce que ça serait pas beaucoup plus facile de faire accepter la vaccination? Parce que moi, je me mets à la place des gens, c'est insupportable de voir une aiguille dans la bras d'un petit bébé, quoi. Enfin, même chez un adulte, c'est pas facile. Donc, est-ce que c'est possible d'imaginer que ça soit développé dans ce sens-là un jour prochain? Alors, c'est pas du tout impossible. Hein. On a déjà des vaccins qui sont administrés par voie orale. Le vaccin contre les infections à rotavirus, par exemple, qui sont des infections digestives du nourrisson, sont des vaccins qui se donnent par voie orale et qui permettent d'induire une réponse immunitaire au niveau de la muqueuse digestive, donc, qui permettront d'éviter que le rotavirus infecte les cellules du tractus digestif. Il existe une vaccination contre la grippe qui se donne par voie nasale aussi. Hein, au niveau, on met juste une petite goutte de vaccin au niveau du nez, et puis ça induit une réponse à la fois au niveau du nez, de l'arbre respiratoire et au niveau systémique. Donc il y a des recherches hein, pour un vaccin par voie, on pourrait dire par voie nasale,
avec le coronavirus, c'est évidemment très séduisant, puisque vous introduisez ce virus, il permet d'induire cette réponse immunitaire, et puis ensuite, il évite que le virus soit capable d'infecter l'arbre respiratoire. C'est pas du tout impossible. Ces techniques-là, elles utilisent des vaccins vivants atténués. Donc, ce ne sont pas les technologies qui sont utilisées pour ces vaccins-là. Elles peuvent pas être utilisées chez les immunodéprimés, donc elles ont aussi un certain nombre d'inconvénients. Elles ont des avantages parce qu'elles sont faciles à administrer, elles évitent les piqûres, mais elles ont d'autres inconvénients qui sont la possibilité d'induire une vraie infection chez les gens dont le système immunitaire marche pas bien. On peut aussi avoir une neutralisation du virus vaccinal qui fait que la réponse va être moins bonne. Bon, il y a un certain nombre d'inconvénients aussi à ces technologies, mais il y a des recherches dans ce sens. Donc c'est une bonne nouvelle pour les gens comme moi qui n'aiment pas les piqûres. On a aussi un autre problème, et ça rejoint, je pense, la galaxie des raisons pour lesquelles les gens refusent ou se rebiffent. On trouve dans des pharmacies des annonces pour des vaccins homéopathiques, garantis sans effet secondaire. Et alors moi, on se pose la question, quel effet ça a sur les gens qui consomment de l'homéopathie, qui y croient, et le rapport à la vaccination? Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas compris, du coup, derrière. Bah, je crois que le vaccin homéopathique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on développe un vaccin... Ça existe dans la communication des... Ça existe dans la communication, mais quand on développe un vaccin, on commence toujours à des petites doses, et puis ensuite on augmente jusqu'à avoir un effet sur la réponse immunitaire qui paraît suffisant. Et on prend la dose la plus faible qui permet d'induire une réponse immunitaire qui ensuite est protectrice. Donc l'homéopathie, c'est pas incompatible avec la vaccination, mais ça ne remplace en aucun cas le vaccin. Ah non, mais l'homéopathie n'a jamais montré son efficacité. Oui. C'est bien. C'est bien pour ça qu'elle est plus remboursée. Hein. C'est qu'on n'a aucune démonstration de l'efficacité de l'homéopathie. Donc elle peut être prise avec le vaccin, mais elle n'améliore pas la réponse vaccinale. Au niveau de la stratégie vaccinale, on l'a déjà évoqué, mais je vais reposer la question pour être bien explicite. On fait un choix de vacciner des populations plutôt à risque. Or, ce sont les populations chez lesquelles on n'a pas encore le mieux démontré que le vaccin est efficace. Est-ce que c'est un choix qui est vraiment pertinent? Est-ce qu'il dépend uniquement du fait qu'on n'ait pas assez de doses? Et si on avait assez de doses pour tout le monde, on devrait avoir un choix différent? Bah, on n'a pas de doses pour tout le monde. Donc il a fallu prioriser. Et la priorité qui a été faite, et le choix qui a été fait par la France, mais dans d'autres pays également, c'est de vacciner les personnes pour lesquelles le virus est le plus grave. Donc les personnes les plus âgées. On aurait pu faire un autre choix. On aurait pu choisir de vacciner des gens âgés, mais qui ne sont pas dans des EHPAD ou dans des longs séjours. Ce qu'on sait, c'est que le virus circule de façon très importante dans ces établissements, sans qu'on sache exactement pourquoi, et que le nombre de personnes infectées est très important. Donc ce sont des gens non seulement qui sont très fragiles et très à risque de faire des formes graves, mais en plus qui sont très souvent exposés parce que le virus continue à circuler beaucoup dans ces établissements. Donc c'est pour ces raisons, à la fois de la fréquence de circulation du virus et du risque de formes graves et de décès, que la France a choisi de prioriser les premières doses disponibles pour ces populations-là. On a aussi la question qui hante les gens du vaccin obligatoire ou pas obligatoire. Dans quelle mesure l'obligation vaccinale... Alors vous, c'est pas votre métier, vous êtes médecin, vous n'êtes pas du côté de ceux qui prennent les décisions politiques, il faut bien séparer, mais malgré tout, est-ce que l'obligation, pour vous, c'est une option envisageable, ou est-ce que c'est pas du tout à l'ordre du jour? Moi, je suis pas du tout pour l'obligation vaccinale. Je pense il faut qu'on arrive à communiquer sur l'intérêt de ces vaccins, sur leur sécurité, sur les données qu'on a à notre disposition, celles qui vont arriver au fur et à mesure, et que ça sera sûrement beaucoup plus efficace que d'obliger les gens à se vacciner. Donc, je pense vraiment que l'obligation vaccinale n'est pas la solution si on veut permettre que les gens acceptent cette vaccination. Et de fait, on voit bien que les gens qui hésitent le plus à se faire vacciner sont les plus jeunes, pour qui la maladie est effectivement moins grave et beaucoup moins à risque, et que les refus sont beaucoup moins fréquents chez les sujets plus fragiles ou plus âgés. Donc je pense qu'en communiquant le plus clairement possible, avec le plus de transparence possible sur ce qu'on sait sur ces vaccins et sur l'efficacité qu'ils ont, on doit réussir à persuader les gens pour lesquels le vaccin est indispensable si on veut retrouver une vie sociale, familiale et économique
en France et dans les autres pays. Alors, il y a aussi la question parce que comme c'est extrêmement flou dans les médias avec les experts qui tirent à U à dia, sur est-ce que le confinement est efficace ou pas efficace, est-ce qu'il y a un vrai cycle du Covid-19 ou est-ce que les vagues qu'on a observées, elles sont uniquement dues au confinement, on déconfine, on reconfine. Est-ce qu'on a la réponse à ça? Est-ce que c'est bien le confinement qui explique ça ou est-ce que et du coup, est-ce qu'on doit s'habituer parce que je crois que vous l'avez évoqué dans les médias il y a quelques jours, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles vagues dans le futur et auquel cas, le vaccin serait vraiment la seule solution, quoi. C'est un virus qu'on ne connaît encore pas très bien. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que l'Allemagne, qui a été très très peu touchée lors de la première vague, aujourd'hui est confrontée à une vague importante, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Donc il y a des problèmes très probablement de météo, mais il y a aussi probablement d'autres facteurs qu'on connaît pas bien. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans tous les pays qui ont utilisé le confinement a permis de faire baisser de façon très rapide la circulation du virus. On a vu ça, et la France n'est pas le seul pays à avoir utilisé le confinement. Le confinement a été utilisé dans beaucoup d'autres pays, non seulement en Europe, mais dans d'autres pays dans le monde. Donc, on a un impact du confinement qui est très important. Et ce qu'on pourrait penser, c'est que le confinement, en fait, à quoi il est? Pourquoi on confine les gens? Pour éviter que les hôpitaux soient saturés, qu'on ne soit plus capable de prendre en charge les gens qui doivent être hospitalisés, en hospitalisation classique ou en réanimation. Donc, le confinement, il sert à ça. Il sert à limiter la circulation du virus pour faire qu'on soit capable de prendre en charge les patients qui nécessitent d'être hospitalisés et sans que ça ait un impact aussi sur les autres patients. On a vu au moment de la première vague qu'il y avait eu un retard aux soins qui avait été terrible avec des gens qui ne se sont pas fait soigner et pour lesquels il y a eu un impact très négatif sur leur santé. Donc le confinement, il est là pour ça. Si on vaccine avec un niveau élevé les personnes qui sont celles qui vont à l'hôpital, puisqu'on les a maintenant bien identifiées, on sait que chez les gens jeunes, c'est exceptionnel d'aller à l'hôpital. Donc ce qu'on veut, c'est avant tout d'éviter que les gens les plus âgés ou avec des facteurs de risque soient infectés et aillent à l'hôpital. Donc, dans un premier temps, on peut espérer que le vaccin va avoir, je ne parle pas des gens qui sont en EHPAD, mais quand on va pouvoir commencer à vacciner les personnes ambulatoires qui, elles, vont à l'hôpital, on va avoir un effet qui évitera d'avoir de nouveaux confinements. Ça évitera pas la circulation du virus dans un premier temps, mais ça devrait réussir à éviter les périodes de confinement ou de couvre-feu qui sont rendues nécessaires pour protéger les gens les plus fragiles. D'accord. Donc quand le système de soins sera un peu soulagé, le confinement sera plus une option nécessaire. Et ben, quand les gens vont être vaccinés, qui vont être protégés, même si le virus continue à circuler, on devrait avoir toujours des cas, bien sûr, mais en nombre beaucoup moins important, ce qui n'obligera plus à confiner. D'accord. Donc, parce que votre avis d'infectiologue, c'est important, parce que on a beaucoup de gens qui nient totalement l'intérêt du confinement, qui disent que, et je crois que jusqu'à l'IHU, on a des gens qui prétendent ça, que c'est pas du tout le confinement qui est responsable de la baisse de la première vague en France. Est-ce qu'on a des données, on sort un peu des vaccins, mais je pense que c'est important pour le contexte, est-ce qu'on a des données qui tendent à montrer si c'est le confinement qui est responsable de ça, ou non, c'est un autre facteur? Alors, moi, je ne suis pas épidémiologiste, mais les collègues épidémiologistes ont modélisé l'effet du confinement sur la circulation du virus. Alors, le confinement, c'est quoi? Le confinement, c'est éviter qu'on ait des contacts trop nombreux avec trop de personnes différentes et qu'on augmente de cette façon la circulation du virus. Donc, le confinement, c'est ça. C'est dire aux gens, écoutez, maintenant, vous restez chez vous, vous n'allez plus voir vos copains, votre famille, vous n'allez plus au restaurant. Donc, vous allez avoir un nombre de personnes avec qui vous allez être en contact qui va être réduit. Et donc, on va limiter, quand quelqu'un est infecté, le risque qu'il transmette le virus à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très bien modélisé. Alors, le virus, ensuite, a un comportement qu'on ne comprend pas forcément. Là, par exemple, au deuxième confinement, on a vu diminuer le nombre de cas beaucoup plus rapidement que lors de la première vague, sans qu'on sache très bien pourquoi. Par contre, maintenant, l'impact stagne et on n'a pas une diminution aussi rapide qu'on avait eu au confinement précédent. Peut-être aussi constater que les mesures de confinement sont un peu différentes et qu'on suit pas de façon aussi drastique le confinement. Aujourd'hui, il y a du monde dans les rues. Donc,
Voilà, tout ça est assez complexe. Et puis le virus lui-même est encore pas bien connu. Encore une fois, pourquoi en Allemagne ils sont confrontés aujourd'hui à une vague comme ça importante, alors qu'à la première vague, ils ont eu quasiment aucun cas. Alors justement, on a parlé un peu de ce qu'on sait, c'est important de savoir qu'on est incertain de beaucoup de choses. Quelles sont les principales incertitudes aujourd'hui et les grandes questions qu'on se pose par rapport au vaccin, mais par rapport à l'épidémie de manière générale aussi? Alors, il y a des questions sur la proportion de la population qui doit être immunisée pour arrêter finalement la circulation du virus. Aujourd'hui, on fait des hypothèses sur ce qui a été observé, par exemple, sur un porte-avions où le virus a, semble-t-il, arrêté de circuler quand il y avait à peu près entre 60-70% des gens qui étaient immunisés. Donc, peut-être que si on a 60% de la population immunisée, soit parce qu'elle a été infectée, soit parce qu'elle a été vaccinée, le virus va beaucoup moins circuler. Ça fait partie des questions où on n'a pas encore la réponse. On sait que, par exemple, pour la rougeole, il faut 95% de personnes vaccinées si on veut que le virus arrête de circuler. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quelle va être l'évolution du virus. Est-ce que ce virus va finalement, au fur et à mesure, se modifier et puis être moins virulent, moins agressif et être responsable finalement de petites épidémies, comme on voit avec la grippe, avec une mortalité qui est moins importante. On a aussi des questions sur les risques, finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les Covid longs, c'est-à-dire les manifestations à moyen et long terme de cette maladie, qu'on voit chez les gens qui ont fait un Covid peu grave, mais qui persistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Et ça, pour l'instant, on n'a encore pas de données très claires sur la fréquence, sur l'importance, sur le devenir. Ça, c'est un point important, parce que si c'est fréquent, y compris chez les gens plus jeunes, ça sera un élément supplémentaire pour vacciner beaucoup plus largement la population. Il reste encore un certain nombre de questions sur le rôle des enfants dans la dissémination du virus, même si les éléments qu'on a aujourd'hui sont plutôt en faveur d'un rôle peu important des enfants, malgré tout, ils jouent quand même un rôle. On voit bien que, par exemple, l'Allemagne a décidé de fermer les écoles plus tôt et de les réouvrir plus tard pour réduire la dissémination du virus. Donc il y a encore énormément de données vis-à-vis de ce virus. Puis il y a aussi, est-ce que ce virus va muter sous la pression de la vaccination? Est-ce que quand beaucoup de gens vont vacciner, ça va induire un virus un peu différent? Pour l'instant, avec les virus, ça se voit pas beaucoup, mais c'est aussi dans les choses qui sont possibles. Dans les questions, enfin dans la manière dont on regarde si une maladie est grave ou pas grave, il y a beaucoup de gens qui se contentent de comparer les morts dans tel ou tel pays. Or, il me semble qu'on peut avoir des séquelles assez importantes parfois. Quelles sont les vraies, quelle est la vraie manière de regarder la gravité d'une épidémie? Parce que certains disent ça n'est qu'une méchante grippe, cette maladie. Et d'autres disent non, c'est quand même beaucoup plus grave. Comment on sépare les deux? Comment on sait que c'est une maladie qui est grave? Ça, c'est le rôle des épidémiologistes qui ont comme mission de surveiller le nombre de décès, bien sûr, le nombre de personnes qui vont être hospitalisées. Donc ça, c'est la définition des formes graves qui nécessitent l'hospitalisation. Ensuite, on a le nombre de personnes qui sont hospitalisées en réanimation. On a ensuite la fréquence de décès pour les patients qui sont hospitalisés en réanimation. On peut avoir une maladie qui entraîne la réanimation pendant 5 jours et puis finalement la majorité des gens s'en sortent. Là, on sait que les patients qui passent en réanimation, ils ont un risque de décès qui reste de l'ordre de 25%. Donc ça reste une maladie grave. Il y a ensuite l'évaluation en post-hospitalisation. On peut avoir des complications en post-hospitalisation, voire des décès. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et puis, il y a ce qu'on a identifié tout à l'heure, qui est ces Covid longs, c'est-à-dire des gens qui ont eu un Covid pas forcément sévère, mais qui, plusieurs semaines après, continuent à être fatigués, à avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des troubles de la concentration. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est des choses qui font l'objet de suivi, de recherche pour arriver à quantifier ces complications et savoir exactement ce qu'elles représentent. D'accord. Alors j'aurais une dernière question, j'aurais voulu creuser beaucoup de choses, mais au moins on aura parcouru beaucoup de choses. Pour revenir au vaccin, il y a la question du personnel soignant. Parce que, et ça c'est des gens qui ont témoigné sur les réseaux, il y a des gens qui croisent beaucoup de personnel soignant vaccino-sceptiques. La question qui se pose alors, comment ces gens sont-ils formés pour
connaître, comprendre, apprécier les vaccins et ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation? Je vais parler des pharmaciens tout à l'heure avec le vaccin homéopathique. Est-ce qu'en France, on est bien formé lorsqu'on est professionnel de santé à comprendre ce que c'est qu'un vaccin, comment ça marche, pourquoi? Alors c'est une vraie question qui en fait adresse la problématique de la place de la prévention dans nos études, que ce soit les études médicales ou paramédicales. La place de la prévention est très faible. Donc finalement, on est très peu formé aux approches préventives, contrairement à d'autres pays où la santé publique est beaucoup plus valorisée. Et donc, plus spécifiquement, le vaccin, finalement, fait l'objet de peu de formation, à la fois en formation initiale et en formation continue. Et on voit bien aujourd'hui, avec ces vaccins qui sont des vaccins innovants en plus, que ça pose exceptionnellement beaucoup de questions. Alors, c'est pas qu'en France, c'est une problématique qui est internationale, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien derrière ce qu'il y a derrière un vaccin, comment ça marche, pourquoi ça marche si bien, pourquoi est-ce que quand on est soignant, finalement, il faut se vacciner, non seulement pour soi, mais aussi pour protéger les gens dont on a la charge. Donc, il y a un énorme effort de formation à faire. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit là-dessus. Et je crois que cette épidémie va probablement remettre au devant de la scène la formation dans le domaine de la prévention et de la santé publique. Et pour finir, est-ce qu'il y a une notion qu'on n'a pas abordée, un truc important, quelque chose que vous croisez souvent et vous dites ça quand même, c'est dommage que les gens ne comprennent pas que c'est pas comme ça que ça marche, par exemple? Ou un propos pénible et qui revient souvent? Non, je pense qu'on a abordé la majorité des... Non, peut-être insister sur le fait que le développement d'un vaccin ne s'arrête pas, la surveillance d'un vaccin ne s'arrête pas le jour où il a une autorisation de mise sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce que c'est que la pharmacovigilance? Comme ça, les gens comprendront. Ouais. Voilà, donc en fait, pour tous les médicaments, et donc les vaccins sont des médicaments, après leur mise sur le marché, ils font l'objet d'un suivi en pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont remontées très régulièrement, des effets indésirables qui peuvent être observés, enregistrés après la prise d'un médicament ou l'administration d'un vaccin. Et donc, dans le cadre des vaccins, c'est particulièrement important parce que lorsqu'on passe d'une vaccination sur 30 000, 40 000 sujets à une vaccination en population générale, on se doit d'avoir des données les plus précises possibles sur les effets indésirables et éventuellement la survenue d'un effet indésirable rare qu'on n'aurait pas pu mettre en évidence sur 20 000 sujets. Si on a un effet indésirable qui se voit dans le cadre d'un cas pour 1 million de personnes vaccinées, par exemple les chocs anaphylactiques, on n'a quasiment aucune chance de le voir sur un essai qui comporte 20 000 sujets. Donc c'est vraiment un point qui est majeur. Un vaccin, quand il est autorisé, quand il commence à être utilisé, on met en place cette pharmacovigilance qui est indispensable pour la surveillance et le suivi, et qui peut, dans certains cas, si on considère finalement qu'il y a plus d'effets que ce qu'on pensait, arriver à l'interruption d'un programme de vaccination. Donc la vigilance ne s'arrête jamais. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci à vous. Pour votre temps. Il vous reste qu'à monter le film. Tout à fait. Bon courage. On va y arriver. Et bonne soirée et bon courage pour la suite parce qu'il y aura beaucoup de travail, je crois. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est très bien que vous fassiez des choses comme ça. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous.